Supprimer ces mails, est-ce un geste écologique? Avec les enjeux environnementaux actuels, la question est légitime. Et quand on fait quelques rapides recherches sur internet, on tombe généralement sur des chiffres allant de 0,3 à 50 grammes de CO2, quoi que ça veuille dire. Mais en fait, est-ce que c'est beaucoup? Et on parle de quoi? D'envoi? De stockage? Pendant combien de temps? Et est-ce que les supprimer n'aurait pas un impact encore supérieur? Je suis Edouard Silla, bienvenue pour ce nouveau takeaway consacré au numérique responsable. Pour y voir plus clair et pouvoir répondre nous-mêmes aux questions posées au début de la vidéo, il est nécessaire de repartir de l'enjeu auquel nous sommes confrontés. Et cet enjeu présente un objectif triple. Contenir le réchauffement global à 2 degrés Celsius pour limiter le dérèglement climatique, ralentir la régression écologique, c'est-à-dire l'extinction massive du vivant qui est en cours, et économiser les ressources naturelles non renouvelables disponibles sur Terre. Pour atteindre cet objectif triple, il est indispensable que nous réduisions fortement notre empreinte environnementale. Plus exactement, d'ici 2050, nous devons avoir divisé par 2 notre empreinte à l'échelle du monde, et par 6 à l'échelle de la France. Alors je parle d'empreinte environnementale, mais de quoi est-elle composée? Certains d'entre vous seraient tentés de me répondre, des émissions de gaz à effet de serre? Et oui, les émissions de gaz à effet de serre font partie de l'empreinte environnementale, mais ils n'en sont bien qu'une partie. Il y a 3 autres composantes à l'empreinte environnementale, et nous allons les aborder dans un ordre qui n'est absolument pas un ordre d'importance. La première de ces autres composantes est la consommation d'énergie primaire, c'est-à-dire celle qui nous sert à obtenir d'autres formes d'énergie. Je parle là de notre consommation de pétrole, charbon, gaz, uranium, etc. La deuxième autre composante de notre empreinte est la tension sur l'accès à l'eau douce. En gros, la quantité d'eau disponible sur Terre est fixe, et l'empreinte est liée à la facilité avec laquelle on peut accéder à cette eau. Par exemple, en cas de sécheresse, on interdit aux particuliers d'arroser leur jardin pour que les agriculteurs puissent continuer d'arroser leurs plantations. Et si la sécheresse perdure, on interdit aux agriculteurs aussi d'arroser pour que les centrales nucléaires puissent continuer à être refroidies. Enfin, la dernière composante de notre empreinte environnementale est la consommation de ressources abiotiques. Elle correspond à toutes les matières premières que nous extrayons du sol pour fabriquer ce dont nous avons besoin. Fer, aluminium, gallium, silice, etc., etc., etc. Alors, pourquoi 4 composantes et pas une seule? Ça complique tout d'en avoir autant, non? Eh bien, sans une vue globale de notre empreinte, nous risquons de faire des choix qui, certes, amélioreraient la situation sur une composante, mais pourraient très bien se révéler catastrophiques sur les autres composantes, nous laissant au final dans une situation pire que celle de départ. Maintenant que nous avons vu de quoi est composée notre empreinte environnementale, intéressons-nous aux unités qui permettent de la mesurer. Concernant les gaz à effet de serre, il en existe un certain nombre dans l'atmosphère, avec des caractéristiques différentes. Leur capacité à renvoyer les infrarouges, leur durée de séjour, avant d'être naturellement détruits, leur concentration, etc. Pour pouvoir les manipuler comme un tout cohérent et éviter de comparer des choux avec des carottes, on a calculé pour chacun de ces gaz un pouvoir de réchauffement global, PRG, sur 100 ans, en utilisant le dioxyde de carbone comme étalon. Par définition, le PRG du dioxyde de carbone est de 1. Celui du méthane, par exemple, a été calculé à 25, ce qui signifie qu'1 gramme de méthane a le même pouvoir de réchauffement global que 25 grammes de CO2. En ayant calculé ces valeurs pour les différents gaz à effet de serre, on est en mesure d'évaluer l'impact de la quantité de gaz à effet de serre en équivalent CO2. Donc, gramme équivalent CO2, kilogramme équivalent CO2, tonne équivalent CO2. Pour vous donner un ordre d'idée, les émissions de gaz à effet de serre de la France en 2012 étaient de 8,4 tonnes équivalent CO2 par habitant. En 2017, 5 ans plus tard donc, ces mêmes émissions étaient déjà passées à 11 tonnes équivalent CO2 par habitant, soit une augmentation de 40%. L'objectif étant de diviser par 6 notre empreinte environnementale d'ici 2050, nous devons avoir baissé jusqu'à 1,7 tonnes équivalent CO2 par habitant à population constante. Concernant la consommation d'énergie primaire, l'unité du système international pour la mesurer est la joule. Cependant, comme une grande partie de l'énergie primaire est utilisée pour produire de l'électricité, il est souvent plus facile de la mesurer en kilowattheure. Exactement comme sur votre facture d'électricité, où il y a écrit « vous avez consommé tant de kilowattheures sur l'année ». Pour la tension sur l'accès à l'eau, on la mesure en volume d'eau monopolisé, c'est-à-dire en mètres cubes. La situation concernant les ressources abiotiques est assez semblable à celle des gaz à effet de serre,
puisqu'il en existe un certain nombre avec chacune ses caractéristiques, réserve disponible, facilité d'extraction, etc. La solution, pour pouvoir les comparer toutes de façon cohérente, a donc été la même que pour les gaz à effet de serre, en choisir une, et s'en servir comme étalon pour mesurer les autres. La ressource choisie est une l'antimoine dont les réserves mondiales sont les plus critiques. Et on mesure tout en masse équivalent antimoine. L'écosystème du numérique en France, et en 2020, est responsable de l'émission de 420 kg équivalent CO2 par habitant, soit 5,2% du total des émissions de la France. C'est l'équivalent de 2,2 millions de Parisiens. Alors, 5,2% du total, ça peut paraître peu vu comme ça, mais c'est déjà le quart du forfait soutenable horizon 2050. Le numérique, en 2020 et en France, c'est aussi la consommation de 3100 kWh d'énergie primaire par habitant, soit 6,2% du total de la consommation de la France. C'est l'équivalent de 6 fois la consommation électrique annuelle de Paris. Il y a aussi l'utilisation de 9,7 m3 d'eau par habitant, soit 10,2% du total de l'utilisation de la France, qui est l'équivalent de 5 fois l'utilisation annuelle de Paris. Et enfin, le numérique, en 2020 et en France, est responsable de l'extraction de 14 grammes équivalent antimoine par habitant qui, mis bout à bout, ont nécessité l'excavation de 4 milliards de tonnes de terre. Vous l'aurez compris, le tableau n'est pas très reluisant. Dans l'ensemble, le numérique en France a une empreinte équivalente à 5 fois celle de la ville de Paris. Ça en fait des Parisiens en plus. Pour avoir les résultats les plus importants, il faut agir là où l'empreinte environnementale est la plus élevée. Et pour cela, il nous faut entrer un peu plus dans les détails de notre empreinte. Une façon de détailler d'où vient l'empreinte du numérique peut être de grouper en grandes familles les équipements qui composent le paysage. Par exemple, on peut créer 3 grandes familles, une pour les équipements des utilisateurs, une pour les équipements réseau, et une pour les centres informatiques. Les utilisateurs, c'est moi, c'est nous, c'est vous, et plus exactement les terminaux que nous employons. Écran, ordinateur, smartphone, objets connectés, etc. Le réseau est l'infrastructure que les machines utilisent pour communiquer. Câbles de cuivre, de fibre optique, nœuds de raccordement, antennes relais, etc. Enfin, les centres informatiques ou data centers sont les machines qui fournissent les services utilisés par nos terminaux utilisateurs. Ce tableau montre la répartition de l'empreinte environnementale du numérique en France selon chacune des 4 composantes, et pour chacune des 3 familles d'équipements que nous venons de définir. Alors très rapidement, on constate que les terminaux utilisateurs ont de très loin la plus grande empreinte environnementale, quelle que soit la composante de l'empreinte examinée. Une autre façon de détailler d'où vient l'empreinte du numérique peut être de regarder plutôt le cycle de vie de nos équipements, c'est-à-dire simplement la fabrication et l'utilisation. Je ne parlerai absolument pas de recyclage dans cette vidéo pour une raison très simple, c'est que les filières et mécaniques de recyclage sont très peu efficaces et organisées, à tel point que c'est comme si elles n'existaient pas. Ce tableau montre la répartition de la même empreinte environnementale selon le moment du cycle de vie des équipements où elle est produite. Alors là aussi, les chiffres sont assez peu équivoques. La fabrication des équipements est de très loin le moment où la très large majorité de l'empreinte se situe. Et en creusant encore un peu plus, on s'aperçoit que dans le processus de fabrication des appareils, c'est en fait l'extraction des matières premières qui représente le plus gros de l'impact. Pour résumer, la très grande majorité de l'empreinte environnementale du numérique en France se situe au moment de l'extraction des matières premières qui servent à la fabrication des terminaux des utilisateurs. Mais du coup, moi je suis pas fabricant de matériel, je peux pas agir, me diront certains d'entre vous. Eh bien si, au contraire, en tant que citoyens, nous pouvons et devons agir. Comment ? Diminuons la fréquence de remplacement de nos appareils, ou favorisons les mises à jour matérielles, privilégions le reconditionné plutôt que le neuf, soutenons des actions visant à prolonger la durée de garantie légale des appareils, et soutenons aussi les actions visant à séparer les correctifs logiciels aux ajouts de nouvelles fonctionnalités. Et si comme moi vous êtes un acteur du numérique, vous avez encore plus de cartes à jouer pour réduire notre empreinte environnementale. La principale raison pour laquelle nous remplaçons du matériel qui est encore en état de fonctionnement est parce que nous avons l'impression qu'il rame. Et en fait, c'est pas qu'une impression. En 20 ans, les logiciels sont devenus beaucoup plus gourmands en ressources. Genre 115 fois plus gourmands. Pourtant, je réserve pas mon billet de train 115 fois plus vite. Je ne tape pas mon texte
115 fois plus vite. Je ne réserve pas mon rendez-vous chez le médecin 115 fois plus vite. Nos logiciels sont devenus obèses. 70% des fonctionnalités qu'ils proposent sont inutilisées et leurs exigences en ressources croissent plus vite que la performance du matériel. Comprenons et faisons comprendre à nos clients que des logiciels plus légers, ce sont des logiciels qui proposent une meilleure expérience utilisateur, qui sont plus facilement accessibles, plus facilement maintenables, et qui coûtent moins cher en exploitation. Regardons plus loin que le logiciel qui est directement sous les yeux de l'utilisateur, et intéressons-nous aux actes métiers dans leur ensemble. Par exemple, réserver un billet de train implique bien plus de matériel et de logiciel que l'application ou le site web qu'a utilisé le voyageur. Posons-nous aussi la question de l'utilité de mettre du high-tech partout. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de créer une application pour envoyer une notification? Est-ce qu'envoyer un SMS ne serait pas tout aussi performant en ayant l'avantage d'être compatible avec l'intégralité des téléphones portables du marché? Alors, supprimer ces mails, est-ce un geste écologique? En supprimant ces mails, on agit sur du stockage en centre informatique. Dans la mesure où l'objectif est de diminuer de 600% notre empreinte environnementale, je ne pense pas qu'il faille commencer par ce qui ne représente même pas 0,2% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Oui, dans l'absolu, supprimer ces mails c'est utile, mais il serait bien mal avisé de s'en contenter et penser qu'on vient de sauver l'humanité. Voilà, c'est tout pour ce takeaway, merci de l'avoir suivi jusque-là. Vous retrouverez toutes les sources en description de la vidéo, et vous commencez à connaître le YouTube Game, donc likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche et tout le tout team. Merci!